Chapitre 67. Le lendemain, je fis mon petit paquet et je partis. Je n'étais pas sans inquiétude. Je ne dirais pas sur la manière dont ma mère allait me recevoir. Pauvre mère, son premier mouvement en me revoyant était toujours la joie, mais sur la douleur qu'allait lui causer mon renvoi de chez M. Lefebvre. Aussi, au fur et à mesure que je me rapprochais de Villers-Cotterêts, mon pas se ralentissait-il. D'habitude, je mettais 2 heures à faire les 3 lieues et demie qui séparent Villers-Cotterêts de Crépy, attendu que je faisais la dernière lieue en courant. Cette fois, ce fut tout le contraire. La dernière lieue fut la plus longue à franchir. Je revenais en chassant, comme c'était mon habitude encore. Aussi, à peine mon chien, à 300 pas de distance, eut-il flairé la maison, qu'il s'arrêta un instant, leva le nez et partit comme un trait. 5 secondes après qu'il eut disparu dans l'allée, je vis paraître ma mère sur le seuil de la porte. Le courrier qui me précédait lui avait annoncé mon arrivée. C'était son sourire habituel. Toute la tendresse de son cœur s'était épanouie à mon approche et fleurissait sur son visage. Je me jetai dans ses bras. Oh, amour de mère, amour éternellement bon, éternellement dévoué, éternellement fidèle, véritable diamant perdu au milieu de toutes ces pierres fausses dont la jeunesse fait la parure de son bonheur, limpide et pure escarbouche qui brille dans la joie comme dans la douleur, la nuit comme le jour. Les premiers mouvements ne furent donc qu'à la joie de nous revoir. Et puis enfin ma mère me demanda comment il se faisait qu'au lieu de revenir le samedi pour passer le dimanche avec elle et partir le lundi, je revinsse le jeudi. Je n'osais lui raconter la mésaventure qui m'était arrivée. Je lui dis que, les affaires n'étant pas très nombreuses à l'étude, j'avais obtenu un congé de quelques jours que je venais passer auprès d'elle. Mais, me fit observer ma mère, je te vois avec ta veste et ton pantalon de chasse. Oui, eh bien, comment se fait-il que tu n'aies rien dans ta carnassière? Ce n'était pas mon habitude, en effet, de rentrer la carnassière vide. Ah, j'étais si pressé de te voir, bonne mère, qu'au lieu de chasser, j'ai suivi la grande route, c'est-à-dire le plus court chemin. Je mentais. Si j'eusse avoué la vérité, j'eusse dit « Hélas, bonne mère, j'étais tellement préoccupé de savoir quel effet produirait sur toi la nouvelle qu'il me reste à t'annoncer que dans ma préoccupation j'ai oublié la chasse, cette passion pour laquelle autrefois j'oubliais tout. » Mais en lui disant cela, il fallait dire la nouvelle, et c'était là ce que je voulais retarder autant que possible. Un incident vint me tirer d'embarras en faisant diversion aux idées qui préoccupaient ma mère en ce moment. J'entendis hurler mon chien. Je courus à la porte. La maison voisine de la nôtre était celle d'un boucher nommé Mauprivé. À la devanture de l'étal de ce boucher régnait une longue traverse de bois émaillé, de distance en distance, de crocs de fer auxquels on suspendait divers échantillons de viande. En sautant après un mou de veau, Pyrame s'était pris comme fait une carpe à un hameçon et était resté suspendu. Voilà pourquoi Pyrame hurlait, et on le voit, ce n'était pas sans cause. Je le saisis à bras-le-corps, je le dépendis, et il se sauva dans l'écurie, la gueule tout ensanglantée. Si jamais j'écris l'histoire des chiens qui m'ont appartenu, Pyrame tiendra une digne place en face de Milord. Qu'on me permette donc de laisser en suspens l'intérêt qui se rattache naturellement à mon retour pour m'occuper un peu de Pyrame, lequel, malgré son nom prédestiné aux mésaventures amoureuses, n'a jamais eu à ma connaissance que des mésaventures gastronomiques. Pyrame était un grand chien marron de haute race française qu'on m'avait donné tout petit avec un renardeau du même âge que lui, et que le garde qui me l'avait donné, c'était le pauvre Coron de la Maisonneuve, avait fait nourrir par la même mère. Souvent je m'étais amusé à voir se développer les différents instincts de ces 2 animaux placés dans la cour, un en face de l'autre, dans 2 niches parallèles. Pendant les 3 ou 4 premiers mois, une familiarité presque fraternelle avait régné entre Cartouche et Pyrame. Je n'ai pas besoin de dire que Cartouche c'était le renard et que Pyrame c'était le chien. Je n'ai pas besoin de dire non plus que le nom de Cartouche avait été donné au renard par allusion à ses instincts de vol et de déprédation.
Ce fut Cartouche qui, quoique le plus faible en apparence, commença de déclarer la guerre à Pyrame. Cette déclaration de guerre eut lieu à propos de quelques eaux qui se trouvaient dans la délimitation du territoire de Cartouche et dont Pyrame tenta subrepticement de s'emparer. La première fois que Pyrame tenta cette piraterie, Cartouche gronda. La seconde fois, il montra les dents, la troisième fois, il mordit. Cartouche était d'autant plus excusable qu'il restait éternellement à la chaîne, tandis que Pyrame avait ses heures de liberté. Cartouche, restreint à une promenade très circonscrite, ne pouvait donc, au-delà de la longueur de sa chaîne, rendre à Pyrame les mauvais procédés dont Pyrame, abusant de sa liberté, se rendait coupable à son égard. À propos de cette captivité, je fus à même d'apprécier la supériorité de l'intelligence du renard sur celle du chien. Tous deux étaient gourmands à la troisième puissance, avec cette différence que Pyrame était plus glouton et Cartouche plus friand. Quand chacun d'eux tendait sa chaîne dans toute sa longueur, ils pouvaient atteindre à la distance de 4 pieds à peu près de l'ouverture de leur niche. Mettez 10 pouces pour la longueur de la tête de Pyrame, 4 pouces pour le museau pointu de Cartouche, et vous aurez ce résultat qu'en tendant sa chaîne, Pyrame pouvait atteindre un os à 4 pieds 6 pouces de sa niche, et Cartouche exécutait la même opération à 4 pieds 4 pouces de la sienne. Eh bien, si je mettais cet os à 6 pieds, c'est-à-dire hors de la portée de l'un et de l'autre, Pyrame se contentait de tendre sa chaîne de toute la force de ses robustes épaules, mais ne pouvant la rompre, il demeurait les yeux sanglants et fixes, la gueule ouverte et baveuse, essayant de temps en temps, par des cris plaintifs, de conjurer la distance, ou par des secousses désespérées de briser sa chaîne. Si on ne lui eût pas ôté l'os, ou si on ne le lui eût pas donné, il fût devenu hydrophobe. Mais il n'eût jamais, par un moyen ingénieux, amené à lui cette proie qu'il ne pouvait atteindre. Quant à Cartouche, c'était autre chose. Les premiers essais étaient les mêmes et par conséquent aussi infructueux que ceux de Pyrame. Mais ensuite il réfléchissait, passait une de ses pattes sur son museau, puis tout à coup, comme illuminé par une idée subite, il se retournait, ajoutant la longueur de son corps à la longueur de sa chaîne, attirait l'os dans le cercle de sa royauté à l'aide d'une de ses pattes de dernière, se retournait, prenait l'os et rentrait dans sa cabane, d'où il ne le rejetait que net et poli comme de l'ivoire. Pyrame vit 10 fois Cartouche opérer cette manœuvre. Pyrame poussait des rugissements de jalousie en écoutant les dents de son camarade crier sur l'os que celui-ci était en train de ronger. Mais jamais, je le répète, Pyrame n'eut l'intelligence d'en faire autant que lui et de se servir de sa patte de derrière comme d'un croc pour attirer la pâture placée hors de sa portée. Dans 1000 autres cas, l'intelligence de Cartouche était supérieure, comme dans celui-ci, à l'intelligence de Pyrame, quoique son éducabilité demeurât toujours inférieure. Mais on sait une chose, c'est que chez les animaux comme chez les hommes, l'éducabilité non seulement n'est pas toujours, mais même n'est presque jamais en harmonie avec l'intelligence. On me demandera d'où venait cette injustice de tenir continuellement Cartouche à la tâche, tandis que Pyrame avait ses heures de liberté. Parce que Pyrame n'était gourmand que par besoin, tandis que Cartouche était destructeur par instinct. Un jour, il rompit sa chaîne, passa de notre cour dans la basse-cour du voisin Mauprivé. En moins de 10 minutes, il avait étranglé 17 poules et 2 coqs. 19 fois homicide. Il fut impossible de faire valoir en sa faveur des circonstances atténuantes, il fut condamné à mort et exécuté. Pyrame resta donc seul maître de la place, ce qui, à la honte de son cœur, parut lui faire un sensible plaisir. Son appétit même sembla augmenter dans la solitude. Cet appétit à la maison était un défaut, mais en chasse c'était un vice. Presque toujours, la première pièce que je lui tuais devant le nez, si c'était une pièce de menu gibier, perdrix, perdreau ou caille, était une pièce perdue. Sa large gueule s'ouvrait, et, grâce à un mouvement rapide d'aspiration, la pièce de gibier disparaissait dans le gosier de Pyrame.
Bien rarement arrivais-je assez à temps pour apercevoir, en lui rouvrant la gueule, les dernières plumes de la queue de l'animal disparaissant au fond de son gosier. Alors un coup de cravache vigoureusement appliqué sur les reins du coupable le corrigeait pour le reste de la chasse, et il était rare qu'il retombât dans la même faute. Mais entre une chasse et l'autre, il avait presque toujours eu le temps d'oublier la correction précédente, et c'était une nouvelle dépense de lanière à faire. 2 autres fois cependant, les gloutonneries de Pyrame avaient mal tourné pour lui. Un jour nous chassions, Deleven et moi, dans les marais de Pondron. C'était sur un emplacement où l'on avait fait une double récolte dans l'année. La première récolte avait été celle d'un petit taillis d'aune. Le propriétaire du terrain, après avoir coupé son taillis, l'avait ébranché, scié et mis en corde. Puis il s'était occupé d'une seconde récolte qui était celle du foin. Cette récolte, on était en train de la faire. Seulement, comme c'était l'heure du déjeuner, les faucheurs avaient déposé leurs faux, les uns ici, les autres là, et déjeunaient auprès d'une petite rivière dans laquelle ils trempaient leur pain dur. L'un d'eux avait déposé la sienne contre un de ces tas de bois carrés, hauts de 2 pieds et demi à peu près, disposés par stère ou demi-stère. Une bécassine me part, je la tire, je la tue, et elle tombe derrière un tas de bois contre lequel était déposée la faux. C'était la première pièce que je tuais de la journée, et par conséquent celle que Pyrame avait l'habitude de gaspiller. Aussi, avec une intelligence parfaite, à peine voit-il la bécassine arrêtée dans son vol, tomber verticalement derrière le tas de bois, qu'il s'élance par-dessus ce tas de bois pour tomber aussitôt qu'elle et ne pas perdre son temps. Comme je savais d'avance que c'était une pièce de gibier perdu, je ne me pressais pas trop d'aller entrevoir, dans les profondeurs du gosier de Pyrame, les plumes de la queue de ma bécassine, lorsque, à mon grand étonnement, je ne vois plus reparaître Pyrame que s'il fût tombé dans un gouffre invisible, creusé derrière le tas de bois. Mon fusil rechargé, je me décidai à approfondir ce mystère. Pyrame était retombé de l'autre tas du bois, le cou sur la pointe de la faux. Cette pointe, entrée à la droite du pharynx par la partie antérieure du cou, sortait de 4 pouces par la partie supérieure. Le malheureux Pyrame n'osait bouger et perdait tout son sang. La bécassine intacte était à 6 pouces de son nez. Nous le soulevâmes, Adolphe et moi, de manière à produire le moins de déchirement possible. Nous le portâmes à la rivière, nous le lavâmes à grande eau, puis je lui fis une compresse avec mon mouchoir, plié en 16, compresse que nous assujettîmes autour de son cou avec le foulard d'Adolphe. Ensuite, voyant passer un paysan d'Aramon, conduisant un âne porteur de 2 paniers, nous mîmes Pyrame dans un de ces paniers et nous le fîmes transporter à Aramon, où, le lendemain, je le fis prendre dans une petite voiture. Pyrame fut 8 jours entre la vie et la mort. Pendant 1 mois, il porta sa tête de côté, comme le prince Tufiakine. Enfin, 6 semaines après, il avait repris l'élasticité de ses mouvements et paraissait avoir complètement oublié cette terrible catastrophe. Seulement, toutes les fois qu'il apercevait une faux, il faisait un immense détour pour ne pas se trouver en contact avec le dangereux instrument. Un autre jour, il revint à la maison, le corps troué comme une écumoire. En se promenant seul dans la forêt, il avait pris sa belle, il avait sauté à la gorge d'un chevreuil, le chevreuil avait crié, un garde qui était à 200 pas peut-être était accouru, mais avant que le garde eût franchi cette distance de 200 pas, le chevreuil était à moitié dévoré. Cependant, en voyant approcher le garde, en entendant ses jurements, Pyrame comprit qu'il allait se passer quelque chose de grave entre lui et cet homme vêtu de bleu. Il prit ses 2 jambes de devant à son cou, les 2 autres à son derrière, et partit à grande vitesse. Mais, comme dit Vendredi, de robinsonesque mémoire, petit plomb à moi courir plus vite que toi. Le petit plomb du garde courut plus vite que Pyrame, et Pyrame revint à la maison criblé de 8. On sait l'événement qui lui était arrivé 10 minutes après mon retour. À 8 jours de là, il entra, tenant à la gueule un mou de veau. Un couteau lui tremblait dans le corps.
Derrière lui, un des fils Mauprivé parut. « Ah, ça, dit-il, ce n'est donc pas assez que votre gueux de Pyrame emporte notre boutique pièce à pièce, il faut qu'il emporte aussi mon couteau. » Voyant que Pyrame emportait un mou de veau, le fils Mauprivé lui avait lancé le couteau que les bouchers passent d'ordinaire à leur ceinture. Mais comme le couteau était entré de 3 ou 4 pouces dans la cuisse de Pyrame, Pyrame avait emporté la viande et le couteau. Mauprivé rattrapa son instrument, mais quant au mou de veau, il était déjà dévoré. Juste au moment où, par ses méfaits successifs, Pyrame avait encouru non seulement notre réprobation particulière, mais encore une réprobation générale, une occasion avantageuse s'offrit de m'en défaire. Comme cette occasion revêtit pour moi toutes les formes du miracle, qu'on me permette de ne pas anticiper sur les événements et de raconter le miracle à son jour et à son heure. Occupons-nous pour le moment de ce retour inattendu de l'enfant prodigue à la maison paternelle, retour dont Pyrame et Cartouche nous ont épisodiquement écartés.